j'ai claqué la porte de la cuisine si fort que les verres ont tremblé dans l'armoire, et avec eux, les 20 ans de silence que j'avais accumulés comme des dettes impayables. Ma fille, Élise, m'a regardé avec ses yeux de biche effarouchée qu'elle croit encore innocents, mais qui ne trompent plus personne, pas moi, en tout cas. « Maman, je suis enceinte à nouveau », a-t-elle murmuré, et en un éclair, j'ai vu rouge, non pas de joie, mais de cette rage qui bouillonne quand on réalise que l'on a été pillé jusqu'à l'os, et que l'heure des comptes a sonné. Paris, ce matin de juin 2025, s'éveillait sous un ciel d'un bleu impitoyable, comme si la ville elle-même conspirait à illuminer les fissures de ma vie. J'étais là, dans l'appartement du Marais que j'avais hérité de ma mère, un reliquat de l'ancien monde, avec ses parquets qui grincent comme des confidences avortées et ses murs tapissés de livres jaunis par le temps. À 58 ans, je m'appelais encore Claire Moreau, veuve depuis 15 ans, galeriste ratée qui vivait de la vente occasionnelle de toiles oubliées. Mais depuis 3 ans, cette coquille vide abritait non seulement moi, mais Élise, mon unique fille, son amant intermittent, Marc, et leurs 6 enfants, un troupeau bruyant de chair et de cris qui avait envahi chaque recoin comme une marée montante. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour dormir la nuit. Élise, à 28 ans, avait fui son premier mariage comme on fuit une prison, battue, humiliée, les côtes encore marquées de bleu que je n'osais pas nommer. Maman, je n'ai nulle part où aller, avait-elle pleuré au téléphone, sa voix un fil tendu au bord de la rupture. J'avais raccroché, le cœur en vrac, et ouvert grand les portes. Marc était arrivé peu après, avec son air de boxeur recyclé en livreur de pizza, ses tatouages fanés et son sourire qui promettait des lendemains meilleurs, des lendemains que je payais de ma poche. Les enfants avaient suivi, d'abord les 2 aînés d'Élise, puis les jumeaux de Marc d'une précédente union, et enfin les 2 derniers, fruits de leur union chaotique. 6 petites bouches voraces, 6 paires de chaussettes sales sur le sol, 6 voix qui se chevauchaient dans un vacarme incessant. Je ne comptais plus les factures. L'électricité qui grimpait comme une fièvre, les courses qui s'empilaient au supermarché du coin, du pain, du lait, des couches, encore et toujours des couches. Mon petit atelier de restauration de tableaux, au fond de l'appartement, était devenu une nurserie improvisée, des chevalets couverts de jouets en plastique, des toiles éclaboussées de purée. C'est temporaire, maman, jurait Élise chaque soir, en posant sa main sur la mienne, ses ongles rongés trahissant l'angoisse qu'elle masquait mal. Temporaire. Ce mot était devenu mon mantra, une litanie que je récitais en fixant le plafond fissuré, la nuit, quand les pleurs des plus petits me tiraient du sommeil. Mais ce matin-là, tout bascula. J'étais en train de préparer le petit déjeuner, un rituel absurde de tartines beurrées et de café noir, pour une tablée de 8 âmes affamées quand Élise entra dans la cuisine, son ventre déjà arrondi sous le tablier taché. Elle avait 30 ans à peine, mais ses yeux portaient le poids d'une vie usée, cernes profonds, cheveux châtains noués en un chignon négligé. « Assieds-toi » dis-je, sentant l'air se charger d'électricité statique. Elle obéit, ses mains tremblantes posées sur la table en chêne et raflées. « Maman, je suis enceinte. » Les mots tombèrent comme une sentence. Pas de joie dans sa voix, juste une résignation plate, comme si elle énonçait la météo. Marc, vautré sur le canapé du salon adjacent, leva vaguement la tête de son journal gratuit, un sourire en coin, ce sourire qui me hérissait, car il savait que c'était moi qui paierais pour ce 7e miracle. Les enfants couraient déjà dans l'appartement, leur rire strident comme des sirènes d'alarme. Je sentis une nausée monter, pas celle des matins difficiles, mais une bile acide, forgée de 20 ans de sacrifices non dits. 7, murmurai-je, les dents serrées. Cette vie à charge, cette bouche qui s'ouvrirait plus grand. Élise baissa les yeux, triturant l'ourlet de sa robe d'occasion. On va s'en sortir, maman. Marc a une piste d'emploi. Une piste. Comme les précédentes, le livreur qui n'avait pas tenu un mois, le vigile renvoyé pour absence, les petits boulots qui fondaient comme neige au soleil. J'éclatai d'un rire bref, sec, qui fit taire les enfants un instant. S'en sortir? Ici? Dans cet appartement qui craque de partout, avec tes gosses qui grimpent sur les meubles comme des singes en rut. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, crus, sans filtre. Élise releva la tête, blessée, mais je ne m'arrêtai pas. La rage, cette vieille compagne, avait pris le relais. J'ai tout donné, Élise. Tout. Mon temps, mon argent, ma santé. Et toi, tu me ponds un autre gosse comme si c'était une friandise gratuite? Elle se leva, les joues en feu. C'est pas gratuit, maman. C'est la vie. Notre vie. Marc s'approcha alors,
son corps massif bloquant la lumière de la fenêtre, une ombre menaçante. « Calme-toi, Claire. C'est pas le moment. » « Pas le moment ?» J'attrapai la tasse de café fumante et la jetai dans l'évier, le liquide noir éclaboussant les murs comme du sang. « Le moment ? Il n'y a plus de moment. Sortez. Tous. Dehors. » Les mots planaient, lourds, irrévocables. Élise porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Les enfants, sentant la tempête, se figèrent dans le couloir, leurs yeux grands comme des soucoupes. Marc plissa les paupières, son poing se serrant imperceptiblement. « Tu plaisantes, hein? Où on va avec cette gosse ?» Je ne plaisantais pas. Pour la première fois depuis des années, je sentais une clarté froide m'envahir, comme un scalpel qui tranche la chair pour révéler l'os. Dehors. D'ici ce soir. Et je tournai les talons, laissant derrière moi le chaos naissant en cris, pleurs, accusations pour m'enfermer dans ma chambre. Là, seul, je m'effondrais sur le lit, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas seulement la fatigue, non. C'était la trahison, cette lame empoisonnée que j'avais portée en moi depuis si longtemps. Élise n'était pas seulement ma fille, elle était le miroir de mes échecs, le fantôme de mes choix brisés. Et aujourd'hui, j'avais décidé de briser le miroir. Les heures suivantes furent un tourbillon. Élise alterna entre supplications et reproches, Marc entre menaces voilées et silence lourd. Les enfants, ces innocents complices, collaient leur visage aux portes, demandant pourquoi grand-mère est fâchée, d'une voix chevrotante. Je tins bon, barricadé dans ma chambre, composant mentalement la liste des avocats locatifs car oui, cet appartement était à moi, légalement, un bastion inviolable. Vers midi, un coup à la porte, c'était le voisin du dessus, un vieux retraité aux moustaches jaunies, alerté par le bruit. « Tout va bien, Madame Moreau ?» J'ouvris un battant, feignant le calme. « Parfaitement, Monsieur Lefebvre. Juste une petite discussion familiale. » Il hocha la tête, sceptique, mais n'insista pas. Les Parisiens savent quand fermer les yeux. Dehors, la rue bruissait, klaxons, touristes riant devant les vitrines de la rue des Francs-Bourgeois, la vie qui continuait sans se soucier des tempêtes intimes. À l'intérieur, la mienne faisait rage. Élise glissa une lettre sous la porte, une page froissée, écrite à la va-vite. « Maman, je t'en supplie. Souviens-toi de ce que tu m'as dit quand j'étais petite, la famille, c'est sacré. On n'a nulle part où aller. Marc a perdu son job hier, c'est pour ça que... » Je froissai le papier, le jetant au panier. Sacré? La famille avait été mon hôtel, et j'y avais sacrifié ma jeunesse, mon mariage, mes rêves. Pour elle. Pour cette gamine qui, à 18 ans, avait fui la maison en claquant la porte, enceinte de son premier, me laissant seul avec le vide. Le soir tomba comme un rideau de fer. Ils étaient assis dans le salon, entassés sur le canapé défoncé, Élise au centre, Marc à ses côtés, les enfants éparpillés comme des poupées cassées. J'entrai, une valise à la main, la mienne, prête pour un hôtel anonyme si nécessaire. Le délai est écoulé, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas, froide comme le marbre des tombes du Père Lachaise. Marc se leva, dominant de sa stature. « T'es sérieuse, Claire? Tu vas jeter ta propre fille à la rue? » Je le fixai, sans ciller. « Pas à la rue. À la vie. Celle que tu lui as volée avec tes semences irresponsables. » Il avança d'un pas, le poing levé au pas pour frapper, mais l'intention était là, palpable. Élise l'arrêta d'une main sur le bras. « Arrête, Marc. Maman, s'il te plaît. » Ses larmes coulaient maintenant, sillonnant ses joues pâles. Je sentis une pointe au cœur, un vestige de tendresse, mais je l'écrasai. « Demain matin, un camion de déménagement passera. J'ai tout arrangé. Vous irez chez ta sœur à Lyon, Élise. Elle a une grande maison. » Mensonge. Sa sœur, ma cadette, que je n'avais pas vue depuis des années, n'en voulait pas, mais c'était un leurre pour les faire bouger. Ils partirent à l'aube, dans un cortège de valises et de pleurs étouffés. Je restai à la fenêtre, les observant monter dans le camion que j'avais loué de ma poche une dernière aumône. Élise se retourna une fois, son ventre protubérant comme une accusation muette. « Je te déteste, maman, » articula-t-elle sans son. Je souris, amer. « Non, ma chérie. C'est moi qui me déteste depuis trop longtemps. Et ça s'arrête aujourd'hui. » L'appartement se vida, laissant un écho assourdissant. Je m'assis par terre,
entouré de jouets abandonnés, et pour la première fois depuis des lustres, je pleurais. Pas de regret, non. De libération. Mais au fond de moi, une ombre se dessinait déjà, la revanche. Car Élise ignorait encore tout de mes secrets, de ces dossiers que j'avais amassés dans un coffre-fort du quartier, des lettres jaunies qui pourraient la détruire. La vraie tempête ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un vide béant, un silence que je comblais par des corvées mécaniques, balayer les miettes invisibles, astiquer les vitres jusqu'à ce qu'elles reflètent un éclat stérile. Paris, dehors, pulsait de son arrogance habituelle les badauds du marais slalomant entre les cafés bondés, l'odeur de croissants chauds se mêlant à celle des gaz d'échappement. J'errais dans les rues, évitant les regards, mon esprit un kaléidoscope de souvenirs acides. Élise enfant, riant dans le jardin de notre maison de banlieue à Vincennes, avant que tout ne s'effrite. Son père, mon mari, parti un soir d'hiver avec une valise et une excuse bidon, me laissant élever seule cette petite tornade blonde. J'avais tout sacrifié pour elle, l'école d'art à l'école des beaux-arts, abandonné pour un job de caissière, les nuits blanches à recopier des contrats pour une galerie minable, les doigts noircis d'encre et de regrets. Tu seras forte pour deux, me disait ma mère, une bretonne au regard d'acier, avant de mourir trop tôt d'un cancer qui rongeait comme la jalousie. Forte. J'avais été forte, jusqu'à ce qu'Élise, à son tour, me pompe jusqu'à la moelle. Marc. Un parasite de plus, un de ces hommes que la vie française produit en série, beau parleur, main calleuse, et un ego gonflé à l'absinthe. Le troisième jour, un appel. Numéro inconnu. Je décrochai, le cœur en berne. Claire? C'est Sophie, ta belle-sœur. Sophie, l'ex-femme de mon frère défunt, une avocate aux ongles manucurés et au ton mielleux qui cachait des crocs. Élise m'a appelé. En larmes. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'assis sur le tabouret de la cuisine, fixant le mur nu. Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Les mettre dehors. Un silence, puis son rire bas, comme un vinyle rayé. Tu sais qu'ils sont à la rue, hein? Ta sœur a refusé de les héberger. Ils squattent un hôtel social à Belleville, avec les rats et les toxicos. Je serrai le téléphone, les jointures blanchies. Belleville, ce quartier labyrinthique, aux escaliers raides et aux odeurs d'épices orientales, où les rêves meurent dans l'indifférence. C'est leur problème, Sophie. Elle soupira, théâtrale. Toujours aussi dur, Claire. Mais souviens-toi, le sang ne ment pas, Élise est ta chair. Je raccrochai sans un mot, la rage revenant comme une marée. Ma chair? Elle avait dévoré la mienne, bouchée par bouchée, et maintenant, elle quémandait plus. Ce soir-là, je fouillai le coffre-fort, caché derrière une toile anonyme de l'atelier. Des dossiers jaunis, des photos jaunies par le temps, Élise à 16 ans, ivre dans une fête clandestine, les seins nus sous les flashs, des relevés bancaires falsifiés pour toucher des aides sociales qu'elle n'avait pas droit, des textos à marque, vulgaires, promettant des nuits que je préférais ignorer. Et au fond, la bombe, une lettre de son premier mari, datée d'il y a 10 ans, accusant Élise de l'avoir trompée, ruinée, poussée au suicide. Elle m'a sucé la vie, Claire. Sauve-toi tant qu'il est temps. J'avais brûlé les copies, mais gardé l'original, scellé comme un poison. Pourquoi ne l'avais-je pas utilisé plus tôt? Peur, sans doute. Peur de la regarder dans les yeux et de voir mon propre reflet, une femme brisée, qui avait fui son propre père violent pour tomber dans les bras d'un autre bourreau. Mais maintenant, la peur s'était muée en calcul froid. Je composai le numéro d'un détective privé, un ancien flic du 93 que j'avais connu via la galerie. René, j'ai un job pour toi. Surveille ma fille. Tout, mouvement, contact, dette. Sa voix rauque, éraillée par le tabac, rit doucement. Toujours les mêmes drames familiaux, hein? Ça coûte cher, Claire. Je paie. En liquide. Les semaines s'écoulèrent en un brouillard d'habitudes reconquises, matinée à la galerie, où je vendais enfin une toile ou un nu expressionniste qui rapporta de quoi respirer, soirée solitaire avec un verre de Bordeaux et un roman de Simenon, ces histoires de flics et de vices qui me rappelaient ma propre noirceur. Mais Élise hantait mes rêves, son ventre gonflé, ses yeux suppliants, les enfants criant un grand-mère, dans le vide. Un matin, une carte postale arriva, une vue kitsch de la tour Eiffel, avec une écriture enfantine, on t'aime, mamie. Reviens-nous. Léo. Mon petit-fils aîné, 8 ans, avec ses taches de rousseur. Je la déchirai, mais les morceaux me brûlèrent les doigts. René appela un mois plus tard.
Ton gendre fricote, Claire. Dette de jeu au cercle Clichy. Et ta fille. Elle touche aux pilules. Pour oublier, qu'elle dit. Je raccrochais, un nœud au ventre. Oublier? Moi, j'oubliais rien. Je commençais à planifier un appel anonyme aux services sociaux pour signaler la négligence, rien de grave, juste assez pour les secouer. Puis, une lettre à Marc, postée d'un bureau de tabac anonyme, je sais pour les dettes. Paye ou je balance au bookmaker. Pas signé, mais il saurait. La revanche n'était pas un cri, c'était un murmure, insidieux, qui s'infiltrait comme la Seine sous les ponts. Je me surpris à sourire dans le miroir, un sourire tordu, presque beau. Pour la première fois, je me sentais vivante, non plus la victime, mais l'architecte de ma propre ruine, ou de leur chute. Élise m'avait appris la faiblesse, maintenant, je lui enseignerai la force. La vraie, celle qui ronge de l'intérieur. Un soir de pluie, alors que l'orage martelait les tuiles du marais, on frappa à la porte. Tard, trop tard pour les voisins bien intentionnés. J'ouvris, et là, trempée jusqu'aux os, Élise. Seule. Son manteau collait à sa peau, soulignant la courbe de son ventre à 6 mois. Maman. Ils m'ont laissé. Marc a pris les gosses et filé avec une autre. Il dit que je suis trop lourde, trop. Tout. Elle s'effondra dans mes bras, un poids mort, salé de larmes et de regrets. Je la serrai contre moi, inhalant son odeur de savon bon marché et de désespoir. Entre, murmurai-je, refermant la porte sur la nuit. Mais dans ma tête, les rouages tournaient déjà, bienvenue à la maison, ma fille. Le piège se referme. Élise s'installa comme une ombre revenue hanter les lieux, ses valises légères, un sac à dos usé et une poussette pliée opposée dans l'entrée comme des trophées de défaite. Le ventre la ralentissait, la faisant halter pour monter les escaliers, et je feignis la sollicitude, thé chaud, couverture tricotée à la main, ces gestes de mère que j'avais presque oubliés. Merci, maman, chuchotait-elle, levée sur le canapé, les mains protectrices sur son abdomen. Mais ses yeux qui me sondaient autrefois avec adoration glissaient maintenant sur moi, suspicieux, comme si elle flairait le piège. Les premiers jours, nous dansâmes cette valse hypocrite, elle racontait Marc en phrases hachées, sa fuite avec une caissière de supermarché, les enfants placés temporairement chez une tante éloignée à Aubervilliers. Il m'a dit que j'étais un boulet, avoua-t-elle un soir, la voix brisée par un sanglot. Je hochai la tête, caressant ses cheveux comme au temps où elle avait 5 ans et que les monstres vivaient sous le lit. Les hommes sont des lâches, ma chérie. Mais toi, tu es forte. Mensonge. Elle n'avait jamais été forte, elle avait été forgée dans ma faiblesse, modelée par mes silences. De mon côté, je maintenais la façade, la galerie reprenait vie avec une expo de photographes émergents, des portraits crus de familles dysfonctionnelles qui me narguaient depuis les murs. Les ventes coulaient, un filet d'argent qui me permettait de payer René sans sourciller. Ces rapports arrivaient par mail crypté, Marc en cavale, endetté jusqu'au cou, squattant un studio pourri près de Pigalle avec sa nouvelle conquête. Les enfants? Bien, mais perturbés au cauchemar, colère. Élise ignorait tout, je veillais à cela, effaçant les traces numériques, gardant le téléphone loin de ses mains curieuses. Mais la nuit, quand elle dormait dans la chambre d'Amy, celle au rideau fané qui sentait encore le lait caillé des bébés, je veillais. Assise à mon bureau, éclairée par la lueur bleue de l'écran, je compilais. Des preuves, enregistrements de ses appels à Marc, où elle le suppliait d'argent, des captures d'écran de ses posts sur les réseaux, ses plaintes voilées sur la vie qui cogne trop fort. Et plus profond, des recherches sur son passé, creusant les archives judiciaires pour le divorce avec son premier mari. Le suicide de ce pauvre type, Gilles, n'était pas clair, une dépression, disaient les rapports, mais les amis murmuraient le pousser au bord. J'avais une amie avocate, discrète, qui fouillait pour moi. C'est borderline, Claire. Pas assez pour un procès, mais suffisant pour la salir. Pourquoi cette obsession? Parce que la trahison d'Élise n'était pas nouvelle, elle coulait dans ses veines comme un poison hérité. À 17 ans, elle avait volé l'argent de la galerie à 5 000 € pour une fuite amoureuse qui s'était soldée par une IVG clandestine et un retour en pleurs. J'avais pardonné, étouffé le scandale. À 22, enceinte du premier, elle avait accusé son père, mon ex, de l'avoir abandonnée, alors qu'il envoyait des chèques que je détournais pour l'épargne. Tout pour elle. Tout. Un après-midi, alors que la lumière rasante du soleil d'automne filtrait par les fenêtres hautes, Élise me surprit dans l'atelier. J'étais penché sur une toile, un couteau à palette en main,
traçant des lignes rageuses qui évoquaient des veines ouvertes. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix, douce, me fit sursauter. Je rangeai l'outil, feignant l'indifférence. « Rien, un croquis. » Elle s'approcha, boitant légèrement une chute idiote dans l'escalier de l'hôtel. « Tu peins à nouveau ? C'est bien. Tu devrais l'exposer. » Son compliment sonnait faux, teinté de culpabilité. Nous parlâmes alors, pour la première fois vraiment. Assise sur le parquet, entourée de toiles inachevées, elle confia « J'ai peur pour le bébé. Et si je suis comme toi ? Seule, à tout porter ?» Je la regardais, ce ventre qui gonflait comme une promesse empoisonnée. « Comme moi ? Tu n'imagines pas ce que j'ai porté. » Les mots échappèrent, lourds. Elle fronça les sourcils. « Quoi, maman ? Papa ? Tu n'en parles jamais. » Je me levai, abruptement. « Oublie. Va te reposer. » Mais elle n'oublia pas. Les jours suivants, elle fouina mes tiroirs, mes papiers. Je la surpris un soir, penchée sur mon bureau, un dossier à la main, pas le bon, heureusement, juste des factures. « Élise. » Elle sursauta, coupable. Je cherchais des adresses pour les enfants. Mensonge. La tension monta, invisible mais palpable, comme l'air avant l'orage. Puis, le déclencheur, un appel de René. « Ton gendre est en tôle, Claire. Vole à l'étalage pour payer ses dettes. Les flics ont retrouvé des trucs sur lui aux drogues, revente. » Je raccrochai, le sang bourdonnant aux tempes. Élise, dans la cuisine, leva les yeux de son bol de soupe. « C'était qui ?» Je souris, froid. « Un vieux client. Rien d'important. » Mais cette nuit-là, je glissai l'info dans une lettre anonyme à Élise postée le lendemain, avec une photo de Marc menotté, volée aux archives policières via René. « Il t'a trahi. Et il recommencera. » Elle l'a lu seule, dans sa chambre. J'entendis les sanglots, étouffés, puis le silence. Le lendemain, elle me confronta, les yeux rougis. « C'est toi, hein ? Les lettres, les appels. Tu me punis. » Je ne n'y ai pas à punir ? Non. Éduquer. À ce que coûte la vie. Elle hurla alors, un cri primal qui fit trembler les murs, espèce de salope. Tu m'as toujours haï. Elle lança une tasse, qui se brisa contre le mur, éclat de porcelaine comme des dents cassées. Je la laissai partir, claquant la porte derrière elle. Mais elle revint, bien sûr où aller, enceinte et seule. Cette fois, je l'accueillis avec un contrat, reste, mais signe ça. Partage des frais, thérapie, recherche d'emploi. Elle signa, les mains tremblantes. Le piège se resserrait. Bientôt, le bébé naîtrait, et avec lui, ma vengeance ultime, lui montrer que l'amour, le vrai, est une chaîne qu'on forge soi-même. Dehors, Paris s'habillait pour Noël, guirlandes clignotantes le long de la Seine. À l'intérieur, les ombres s'allongeaient, et je savourais le goût amer de la victoire naissante. L'hiver s'abattit sur le marais comme une sentence divine, la neige rare mais tenace recouvrant les pavés d'un voile blanc qui masquait à peine la crasse sous-jacente. Élise, alourdie par son 7e mois, se mouvait dans l'appartement comme un fantôme obèse, ses pas lourds résonnant sur le parquet comme des reproches. Le contrat que j'avais fait signer à un papier jauni, rédigé de ma main avec l'aide de mon amie avocate, trônait sur la cheminée, engagement clair, date butoir pour des CV envoyés, des séances chez le psy du quartier. « C'est pour ton bien », lui disais-je chaque matin, en posant une tasse de tisane devant elle. Elle hochait la tête, muette, mais ses yeux qui me rappelaient trop les miens, froids et calculateurs, me défiaient en silence. Les enfants manquaient, c'était évident. Elle appelait la tante à Aubervilliers tous les soirs, voix chevrotante suppliant pour des nouvelles, « Léo a mangé ? Et les jumeaux, ils dorment ?» La ligne crachotait, la tante ou une cousine éloignée, aigrie par ses propres divorces, répondait par monosyllabes, « Ça va. Mais ramène-les vite. » Marc, lui, pourrissait en cellule à la santé, inculpé pour vol aggravé et recel. René m'envoyait des updates, il balance des noms pour réduire sa peine. Pas le tien, mais attention. Je riais, seul dans l'atelier, peignant des scènes apocalyptiques, familles déchirées sous un ciel de plomb, où les mères tenaient des couteaux au lieu de biberons. Élise commença la thérapie, comme convenu. Le psy, un barbu mou du 11e arrondissement, m'envoyait des rapports codés, progrès lent. Trauma d'abandon refoulé.
Méfiez-vous des rechutes. Rechutes? Elle en eut une la veille de Noël. Je rentrais d'une vente ou une toile qui avait rapporté 5000 €, assez pour un Noël sans dette quand je la trouvai affalée dans la salle de bain, une boîte de pilules renversée à ses pieds. Xanax, volé à une voisine d'hôtel. Je pouvais plus, balbutia-t-elle, les pupilles dilatées. Je la traînai jusqu'au lit, appelai le SAMU en feignant la panique. Les urgentistes arrivèrent, sirènes hurlantes dans la nuit enneigée, et l'emmenèrent pour une perfusion. À l'hôpital Saint-Antoine, sous les néons crus, elle me serra la main, ne les laisse pas me prendre le bébé, maman. Je promis, mais intérieurement, je calculais, un signalement aux services sociaux pour négligence, et hop, placement en urgence. Pas pour la détruire non, pour la forcer à regarder en face. Le lendemain, elle revint, pâle comme un linceul, avec une ordonnance et une interdiction de pilule. On recommence, dis-je, implacable. Elle acquiesça, brisée. Noël fut un simulacre, un sapin maigre tiré du grenier, des boules ternies par les ans. Nous mangeâmes du chapon rôti, silence pesant rompu par des anecdotes forcées sur mon enfance bretonne. C'est Noël au coin du feu, avec mon père saoul et ma mère comptant les sous. Élise écoutait, les yeux dans le vague, sa main sur son ventre qui remuait comme un prisonnier. Le bébé bougera pour Noël, tu verras, murmura-t-elle. Je hochai la tête, mes pensées, et si je le faisais bouger ailleurs? La nouvelle année apporta le dégel, et avec lui, les premiers craquements. René appela, ton ex-gendre sort la semaine prochaine. Il cherche Élise. Vengeance, qu'il dit. Parfait. Je préparai le terrain, un mail anonyme à son avocat, avec des preuves de ses dettes, factures falsifiées pour gonfler le montant, juste assez pour prolonger la détention. Marc resta dedans, et Élise, apprenant la nouvelle par ma bouche, s'effondra, pourquoi tout nous arrive à nous? Je la serrai contre moi, murmurant, parce que la vie est une pute, ma fille. Et il faut apprendre à la dompter. Elle commença à travailler, enfin, caissière à mi-temps au Monoprix du coin, scannant des produits avec des gestes mécaniques. Les pourboires rares allaient dans un pot commun, comme stipulé. Mais je voyais la rage monter en elle, ses regards en coin quand je rentrais avec des sacs de la galerie, ses questions sur où va l'argent de l'expo. Une nuit, elle fouilla à nouveau cette fois, le coffre. Je l'y surpris, dossier en main, la lettre de Gilles, son premier mari. C'est quoi ça? Sa voix, un sifflement. Je la lui arrachai, calme. Ton passé, Élise. Ce que tu as fait. Elle pâlit, comprenant. Il s'est suicidé, maman. Pas à cause de moi. Je ris, doucement. Les morts ne parlent pas, mais les papiers, si. La dispute éclata, cris, accusations, objets volants. Elle me traita de monstre manipulateur, moi je la traitais de vampire familial. Elle partit en claquant la porte, mais revint à l'aube, battue par la pluie, j'ai nulle part. Le bébé naquit en février, un soir de verglas qui paralysait Paris. Accouchement long, douloureux, je l'accompagnai à la maternité, tenant sa main moite tandis qu'elle hurlait. Je te hais. C'est ta faute. Mais quand la petite prénommée Louise, comme ma mère émergea, rose et braillarde, Élise pleura de joie. Moi aussi, mais mes larmes étaient acides, un nouveau pion sur l'échiquier. Les services sociaux vinrent vite, mon signalement anonyme avait porté ses fruits. Madame, nous avons reçu des plaintes pour environnement instable. Élise paniqua, serrant Louise contre elle. Je jouais l'innocente, c'est pour son bien. Elle a besoin d'aide. Ils partirent avec des promesses d'enquête, et Élise me foudroya du regard, c'était toi. Oui. Et ce n'était que le début. Printemps pointa, les cerisiers du square du Temple en fleurs. Élise, avec Louise en écharpe, marchait dans les rues, cherchant du réconfort dans l'anonymat parisien. Moi, je tissais la toile, contact avec un juge pour affaires familiales, rumeurs semées dans le quartier. La revanche n'était plus vengeance, c'était catharsis, une purge de 20 ans de fiel. Louise grandissait comme une mauvaise herbe, ses pleurs stridents perçant les nuits comme des sirènes de police. Élise, épuisée par les tétés et les couches, sombrait dans une routine de mère célibataire que je dirigeais d'une main de fer, horaire pour les biberons, budget serré pour les laits en poudre. Tu apprends la responsabilité, lui disais-je, en comptant les euros sur la table de la cuisine. Elle hochait la tête, les yeux cernés, mais je voyais la braise rougeoyer sous la cendre une Élise nouvelle, forgée dans l'humiliation, qui me scrutait comme un ennemi. Marc sortit de tôle en mars, amaigri,
le regard fuyant. René le pista, il squatta chez un pote à la Chapelle, cherchant du boulot en noir dans les chantiers. Un soir, il apparut à la porte, barbu et puant la bière. « Élise ? Les gosses ?» Elle le laissa entrer, malgré mes protestations à un moment de faiblesse, ou de désir refoulé. Ils parlèrent bas dans la chambre, voix mêlée de reproches et de promesses. Je tendis l'oreille depuis le couloir, le cœur serré, « Je change, bébé. Donne-moi une chance. » Elle céda, comme toujours. Mais je n'étais pas d'humeur clémente. Le lendemain, j'appelai les bookmakers au contact via René et balançai les noms de marques pour une dette impayée. 2 malabars en costard bon marché débarquèrent au chantier, le traînant dans une ruelle. Élise apprit l'hôpital par un appel paniqué, côte cassée, arcade sourcilière ouverte. « C'est qui, ces types ?» sanglota TL au téléphone. Je feignis l'ignorance, ses dettes, sans doute. À son retour, boitant, elle le chassa, « Dégage. Tu nous apportes que la poisse. » Seule à nouveau, elle se tourna vers moi, suppliante. « Aide-moi à récupérer les enfants, maman. » Les 6 autres, éparpillés chez la tante qui menaçait de les rendre au service. Je promis, mais en sous-main, je contactai l'assistante sociale, la mère est instable. Antécédent de négligence. L'enquête s'épaissit, visite surprise, questionnaires insidieux. Élise craqua lors d'une, hurlant sur l'assistante, accusant le système. Première alerte, notaire il. Je hochai la tête, compatissante, « Calme-toi, ma fille. » Pour Louise. L'été arriva, torride, l'air confiné de l'appartement chargé d'une moiteur oppressante. La galerie tournait à plein, une expo sur les mères invisibles, portraits de femmes usées par le maternage, qui attira la presse locale. Un article dans Le Monde, Claire Moreau, la galeriste qui redonne voix aux oubliés. Ironie cruelle. Élise lut l'article, un sourire forcé, « Félicitations, maman. Tu mérites. » Mais ses yeux brillaient de jalousie cette Élise que je créais, aiguisée comme un couteau. Elle commença à chercher des preuves contre moi. Je la surpris fouillant mon téléphone, lisant les mails de René. Qu'est-ce que c'est que ça? Surveillance sur Élise. Je le lui arrachai, sereine. Protection, ma chérie. Pour te garder en vie. La dispute fut épique, elle me traita de tyran domestique, moi de fille ingrate qui suce le sang de sa mère. Louise pleura dans son berceau, fond sonore à notre opéra familial. Elle partit 2 jours, chez une amie d'enfance à Montreuil, mais revint, vaincue, « Laisse-moi rester. » Pour le bébé. À l'automne, l'enquête sociale culmina, audience au tribunal de Bobigny, un bunker gris où les drames se succédaient comme des chaînes de montage. Élise, entailleur emprunté, plaida sa cause, « Je suis clean, j'ai un job, ma mère m'aide. » L'assistante sociale secoua la tête, antécédents familiaux toxiques. Recommandation, placement temporaire des enfants. Le juge, un homme au regard las, tapa du marteau. Les 6 enfants restèrent chez la tante, Louise, trop jeune, revint avec nous. Élise s'effondra dans le métro du retour, secouée de haut le cœur. « C'est fini, maman. Ils me les ont pris. » Je la consolai, mais intérieurement, triomphai. Fini? Non, transformée. Elle devint obsédée, nuit blanche à éplucher les lois, CV envoyés frénétiquement, thérapie multiple. Moi, je sabotais subtilement, un appel anonyme à son employeur pour rumeur de vol, la faisant virer. « C'est pas moi » hurla-t-elle. Je haussai les épaules, la vie, Élise. Puis, la contre-attaque. Elle trouva le coffre, cette fois pour de bon. La lettre de Gilles, les dossiers, tout. Elle me confronta un soir de novembre, puis battante contre les vitres, « Tu m'as piégé depuis le début. Le suicide de Gilles tu l'as utilisé contre moi. » Je ris, enfin libéré. Pas utilisé. Révélé. Tu l'as poussé, Élise. Par tes mensonges, tes vols. Comme tu me pushes, moi. Elle blêmit, puis durcit, et toi? Ton père, les bleus que tu cachais? T'es pas mieux. Touché. Mon passé ce père ivrogne qui me battait, cette mère complice remonta comme bile. Nous nous affrontâmes, mot comme coup, elle avoua ses vols passés, je mes détournements de chèques. La vérité, nue, crue, nous lia dans une danse macabre. Elle partit pour de bon, emmenant Louise, direction un foyer pour mères isolées à Ivry. Adieu, maman.
Ou ce que tu en as été. La porte claqua, écho final. Mais je savais, elle reviendrait. La chaîne n'était pas rompue, elle s'était juste tendue. L'hiver revint, plus mordant, les rues du Marais glissantes de givre et de solitude. L'appartement, vidé de ses cris et de ses ombres, résonnait d'un silence oppressant, un mausolée où mes pas solitaires faisaient écho comme des jugements. La galerie prospérait paradoxalement, l'expo sur les mers avait muté en scandale médiatique, une journaliste flairant le drame personnel derrière mes toiles. Claire Moreau, victime ou bourreau familial, titrait un blog. Je souris aux interviews, éludant, l'art guérit les plaies qu'il inflige. Élise, du foyer d'Ivry, m'appelait sporadiquement, voix distante, mise à jour sur Louise qui marchait déjà, sur les démarches pour récupérer les 6 autres. J'ai un avocat pro bono. Ils reviendront. Je l'encourageais, faussement, brave fille. Mais Renée surveillait, elle fricotait avec un travailleur social, un type gentil mais naïf, pour accélérer les procédures. J'intervins, un mail anonyme à l'assistante sociale, avec des preuves de rechute aux photos truquées d'Élise avec une bouteille, via Photoshop appris en ligne. L'audience finale eut lieu en janvier 2026, sous un ciel plombé qui pleurait sur Bobigny. Élise, amaigrie mais déterminée, en jupe crayon et chemisier blanc, plaida avec une ferveur que je reconnus la mienne, enfouie. J'ai changé. Ma mère. Elle m'a appris la dureté, mais j'ai appris la force. Le juge, le même las, écouta les témoignages, la tante épuisée, l'assistante sociale dubitative. Puis, ma convocation, j'avais été appelé comme témoin. Madame Moreau, votre rôle dans cette famille? Je fixai Élise, son regard implorant mêlé de haine. J'ai tout donné. Et tout repris. Parce que l'amour sans limite tue. Le marteau tomba, enfant rendu sous conditions strictes, suivi psychologique, aide financière. Victoire pour elle, défaite pour moi? Non. Car en sortant, elle m'attendait dans le couloir, Louise dans les bras. Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu détruite? Je m'approchai, caressant la joue de la petite, mes yeux, mon nez. Pas détruite. Recréée. À mon image. Forte, impitoyable. Elle recula, mais ne partit pas. Les mois suivants furent une trêve armée, elle revint squatter l'appartement temporairement, les 7 enfants envahissant à nouveau l'espace, cris, jouets, chaos. Mais changée, Élise gérait, avec une poigne que j'avais forgée. Marc. Disparu, en fuite vers le sud. Les services surveillaient, mais je veillais, sabotant discrètement un faux rapport ici, une rumeur là. Un soir de printemps, alors que les lilas embaumaient la cour intérieure, Élise me confronta une dernière fois. Assise sur le balcon, vin en main, les enfants dormant enfin. Je sais tout, maman. Les lettres, les appels. Ta vengeance. Je bus une gorgée, le liquide rouge comme du sang. Vengeance? Non. Équilibre. Tu m'as volé ma vie, je t'ai pris la tienne, pour t'en rendre une meilleure. Elle rit, amère. Meilleure? Regarde-nous, un nid de vipères. Puis, silence. Mais. Merci. Sans toi, j'aurais coulé. Étrange absolution. Nous trinquâmes, vers tintant comme des chaînes qui se brisent. Aujourd'hui, 1 an plus tard, l'appartement bourdonne à nouveau, rire, dispute, vie. Élise a un job stable, galerie adjointe, ironie. Les enfants grandissent, sauvages mais aimés. Moi? Je peins, expose, vie. La revanche? Accomplie. Pas en destruction, mais en miroir, elle et moi, maintenant. Et dans ce reflet, je trouve la paix tordue, mais paix. Paris s'endort sous les étoiles indifférentes. Demain sera un autre jour de compte. Mais pour l'instant, je ferme les yeux, le cœur enfin léger.